Voilà. Voilà, voilà. Et appuie sur l'ancien direct. Oh, ça fait bizarre. Il va commencer. Salut tout le monde, en direct de Foz à Porto, avec Florent ici présent, agent immobilier, qui va aujourd'hui nous parler un petit peu de quelque chose qu'on n'a pas tellement conscience quand on achète une maison ici, c'est de savoir quels sont les bons papiers pour pas se faire arnaquer. Alors en France, vous savez, c'est pratiquement obligatoire, il faut passer chez le notaire, etc. Il faut avoir des papiers en bonne et due forme, on sait exactement qu'est-ce qu'il nous faut. Mais apparemment, au Portugal, c'est pas tout à fait comme ça, Florent. Tu peux nous en dire plus? Disons qu'au Portugal, on ne va pas avoir vraiment de règles spécifiques. C'est-à-dire que on va aller chez le notaire. On va aller chez le notaire et le notaire va vérifier un peu les papiers, mais s'il manque des papiers, on peut signer des décharges comme quoi on accepte de signer le contrat sans avoir tel papier, donc ce qu'il faut jamais faire surtout. Mais ça peut entraîner pas mal de problèmes. C'est-à-dire, le notaire, il accepte n'importe quoi? Non, le notaire va faire une vérification, Ouais. mais il se peut qu'il y ait quelques lacunes, quoi, qu'il manque certains papiers ou que l'acheteur accepte de ne pas avoir certains papiers. Et c'est là que ça peut poser problème. Donc, surtout ne jamais signer un contrat s'il manque certains papiers. C'est-à-dire que tu peux signer un contrat avec des papiers manquants malgré le fait que tu passes chez le notaire. Voilà. Et des fois, le vendeur va insister, le vendeur, l'agent immobilier va insister va dire c'est pas grave, et tout est en règle, tout ça, mais non. Bon, là, on a fait une petite liste. Quels sont les documents? Alors on a fait une petite liste entre 8 et 10 documents qu'il faut impérativement avoir si on veut acheter un bien au Portugal. Ok, donc je lis là, certidão permanente de registre predial. Ouais. Alors dans le premier, je vais commencer par la carte d'identité du propriétaire. D'accord, avant ça, Alors c'est le plus important. oui forcément, parce qu'il y a pas mal de gens il y a des escrocs carrément qui peuvent Alors, se faire passer pour quelqu'un d'autre. voilà, surtout il faut savoir que quand même au Portugal, il y a beaucoup de gens qui ont il y a beaucoup d'homonymes, des gens qui ont le même prénom et le même nom. Par exemple José Silva, il y en a combien? 7000? Je sais pas. Il y en a. Dans ma rue à Paris, on avait 3 qui avaient mon nom. À Paris, imagine au Portugal. Voilà, donc Et donc il faut bien vérifier que le nom du propriétaire soit le même que le nom sur le cadastre, sur la cadernette prédiale. Il faut vraiment que ça soit le même nom. Et pour une anecdote, une fois on avait vendu un bien où on s'est aperçu chez le notaire que le vendeur qui avait une cinquantaine d'années, qui s'appelait par exemple José Silva, on va dire, et donc il était né en 1940. ouais. Et donc ça matchait pas avec le vendeur qui avait une cinquantaine d'années, mais pourtant c'était bien José Silva. Et donc on demande au vendeur mais est-ce que c'est vous? Et il nous dit non, c'est mon père. C'est mon père parce que au Portugal ça se fait beaucoup de donner son prénom à son fils, à ses enfants, donc le père et le fils ayant le même prénom. En fait il vendait le bien de son père, mais il n'avait pas fait venir son père, il avait juste usurpé son identité. Et on peut imaginer imaginons qu'il y avait une sœur et qu'il y a un problème de succession, le fils aurait pu vendre le truc. Exactement, et peut-être que le père ne savait même pas que son fils était en train de vendre son bien. Parce que moi j'ai des exemples comme ça dans ma propre famille où il y a des oncles qui ont un petit peu essayé d'arnaquer ma mère. Hein. Voilà, on va passer ça comme ça. Mais sachez-le, les escrocs ça existe et même dans votre propre famille. Voilà, c'est plus courant que ce qu'on peut penser. qu'on peut penser. Donc il faut vraiment vérifier la carte d'identité, que ça soit bien la personne qui vende le bien et que le nom corresponde, ce soit le même nom sur tous les documents. Ok, pas faire confiance béatement à l'agent immobilier parce qu'il a une bonne tête par exemple et à lui je lui fais confiance. Non, mais il y a beaucoup d'agents immobiliers qui vont insister, qui vont dire oui, c'est pas grave. Mais parfois ils se trompent aussi. Et parfois ils ne savent même pas. Parfois eux-mêmes ne savent même pas. Parce que leurs compétences ne sont pas forcément voilà, oui. au top du top. Donc on disait donc, la carte d'identité. Alors, carte d'identité avant tout. Après, là ici tu avais mis certidão permanente de registre predial. Voilà. Ça, c'est ce qui correspond en français, on peut dire que c'est le certificat d'enregistrement foncier permanent. Okay. C'est le document qui prouve la propriété légale du bien.
et qui contient un peu tout l'historique de la propriété. Ah, la police est en train de passer, attendez 2 secondes. Ah, ils font plaisir. Voilà. Et donc, tu disais, donc la propriété légale du bien, donc c'est bien écrit qui est le propriétaire de ce bien. Voilà, qui est le propriétaire, l'historique, s'il y a des hypothèques, des charges sur l'appartement. Des hypothèques aussi? Ouais, tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est impérativement à avoir. D'accord. Ok, et la différence avec la Kadernet Privia, parce que là on a registre Privia et Kadernet Privia. Le pédale, c'est le cadastre en fait. Le cadastre. Voilà. Tu peux me parler un peu du cadastre, parce que j'ai entendu dire que c'est pas comme en France, où le cadastre en France, on a une carte et on sait exactement où sont nos mètres carrés, où ça commence, où ça termine. Et j'ai cru comprendre que le cadastre en portugais est un petit peu différent. Ouais, c'est un peu différent, mais c'est ce qui correspond plus ou moins, où on a toutes les informations fiscales, la superficie, l'emplacement. Et c'est aussi avec la cadernette prédiale qu'on va savoir combien d'impôts fonciers on va devoir payer chaque année. Bon, après, ils ne sont pas très élevés au Portugal. Ok. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une petite différence entre une maison en pleine campagne et un appartement. Un appartement, c'est facile. 3e étage gauche de l'appartement, de l'immeuble situé telle rue à Porto. Alors qu'un terrain à la campagne, c'est juste écrit comme ça. Ce terrain-là, qui est situé dans cette falaisie, ce village, a pour voisin Monsieur Antonio au nord, au nord-ouest a pour voisin Monsieur Manuel, et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a même pas la définition du mètre carré en fait. C'est un truc sur des vieux cadastres à la campagne, ça peut être problématique parce que des fois il y a des mesures approximatives avec le terrain va jusqu'à tel arbre, puis l'arbre en question n'existe plus. Et des fois les voisins viennent contester le cadastre. On peut avoir beaucoup de problèmes à la campagne. Et j'en reviens même avec en les général escrocs. En ville un peu moins, mais en ville c'est plus facile. Attention. Mais à la campagne il y a des escrocs. Vous savez ce que c'est qu'un marque? En français on appelle ça une borne. Ben, ils peuvent parfaitement déplacer la borne. Exactement. Pour gagner quelques mètres carrés. Et c'est leur passe-temps favori aussi à la campagne des fois. Parce que le cadastre fait confiance à ces bornes-là complètement, donc ils vont aller vérifier parce qu'en fait, il n'y a que maintenant qu'on est en train de digitaliser les mètres carrés, etc. Avant, c'était vraiment au doigt mouillé et à la confiance des gens. Parce qu'il n'y avait pas de papier, ça ne savait même pas lire, surtout au village. Donc voilà, des escrocs, il y en a eu beaucoup. 3e document. Donc là on est au 4e déjà, si on a la carte d'identité. Ouais. Donc le certificat énergétique. Comme en France. Voilà. Ça va de A à F. Donc mieux c'est isolé, plus on monte vers le A et moins bien c'est isolé, plus on va vers le F. Ok, c'est un classement européen je crois, donc c'est exactement l'équivalence avec la France par exemple. Voilà, bon, après il y a certains critères, mais ça peut être approximatif. C'est un certificat qui est valable les 10 ans, donc il faut le renouveler régulièrement. Il faut quoi pour avoir un... Oh, il y a beaucoup de vent. Il faut quoi pour avoir un A? C'est des appartements modernes en général, avec une bonne isolation, il y a le chauffage, pas trop de surface vitrée. Donc en général, les vieilles maisons, les vieux appartements vont plus tendre vers le F s'ils n'ont pas été rénovés. Ouais, avec le A, il faut même des panneaux solaires, il faut des. Voilà, ouais, il y a tout. Il faut que la maison soit. Comment ils appellent ça? Passive. Passive aussi, tu sais. Ouais. Ensuite, on a licence d'utilisation. Ça, c'est très intéressant ce papier-là. C'est le permis d'habitation, c'est ce qui est délivré par la Camara et qui permet, par la mairie au Portugal et qui donne le droit d'habiter. Si par exemple les nouveaux immeubles qu'on achète sur plan ou qui viennent d'être construits, des fois ils n'ont pas encore la licence d'utilisation, le permis d'habitation. Donc normalement on ne peut pas y habiter avant que le constructeur ait obtenu ce permis. Et si lors des travaux il y a eu des problèmes et que le gouvernement refuse de délivrer ce permis, même si on a acheté le bien, on n'a pas le droit d'y habiter. Donc ça peut poser problème. Il faut bien avoir la licence d'utilisation quand on achète un bien ou quand on veut y habiter. Bien comprendre, permis de construction ne veut pas dire permis d'utilisation. On a des cas ici, les immeubles neufs, flambant neufs, construits avec des gens qui ont acheté sur plan. Permis de construire donné, construction faite, licence d'utilisation
non donné. Ouais, Pourquoi? ils peuvent l'attendre pendant des mois, oui. Et parfois, ils l'ont jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des défauts de Des construction. problèmes de normes de construction, ils n'ont pas respecté certaines normes. Et vous avez acheté sur plan, vous avez perdu votre fric. Mais ça, c'est un conseil aussi que je donnerais quand on achète la première fois au Portugal, mieux vaut ne pas acheter sur plan. Ouais, Parce qu'il y a déjà, il y a des délais qui sont jamais respectés. Ça prend Ouais, toujours, ça- un an de plus, Ouais, le double quoi. 2 ans. Certaines fois 3-4 ans. Donc, vaut mieux être patient. Donc, pour un premier bien, il vaut mieux acheter quelque chose en dur qui est déjà construit, qui est déjà fini. Ça, c'est vraiment un point super important de savoir est-ce que ce que vous achetez, parce qu'ils peuvent le vendre sans la licence d'utilisation, ils peuvent vous le vendre. Ah oui, c'est vendable. Oui. Et après, vous avez acheté un truc cher et on peut pas y habiter. Et on ne peut pas y habiter. C'est vraiment- il faut attendre. On ne peut pas habiter, on ne peut pas louer. Il vaut mieux attendre que ce soit construit. Ceux qui achètent sur plan, c'est des gens qui sont très connaisseurs du Il faut connaître les constructeurs. constructeur. Vaut mieux que ça soit pas le premier bien, quoi, qu'on soit déjà au Portugal depuis un petit moment, ou qu'on Voilà. investisse depuis un petit moment. Et là, on peut avoir des opportunités parce que sur plan, bon, on achète un peu moins cher en général et on n'est pas obligé de payer tout d'un coup, donc c'est ça l'avantage. Voilà. Donc ici, je suis en train de voir, je découvre La fiche fiche technique, d'habitation. Qu'est-ce que c'est? c'est ce qui répertorie tous les aspects techniques du bâtiment, comment il a été construit, les matériaux, tout ça. Ah ouais? Tous les aspects techniques de la. D'accord, Ça, d'accord. c'est nécessaire aussi de l'avoir. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux avoir des surprises avec ce genre de fiches? Bah, si tu t'y connais un peu en construction, ouais, ça te permet de connaître un peu Ah oui. comment l'immeuble a été construit, quelle Ouais, propriété ok. il a. Donc si genre si jamais on t'a vendu qu'il y a une isolation avec tel matériel, un truc de ce genre-là, ça sera écrit sur la fiche technique. Tu vérifies ce qu'on t'a vendu sur la fiche technique. Voilà, est-ce que ça Ok. correspond avec ce qui a été dit dans l'annonce, quoi, est-ce que c'est Et ouais, bien ouais, les mêmes références, les mêmes Ouais, parce que la des fois, même description. des fois ils vous disent oui c'est isolé. Ouais mais isolé avec quoi? Oui, c'est isolé avec de la brique. Ok. Escritura, ça c'est ma partie préférée. Voilà, bon ça c'est l'acte notarié, hein, c'est le contrat d'achat-vente définitif, donc ça c'est qui se fait en général devant le notaire, normalement devant le notaire, et il faut d'abord absolument le faire devant le notaire, quoi. Oui, c'est obligatoire. Mais les frais de notaire ici, on peut en parler peut-être un petit peu, quand même bien moins élevés ici qu'en France. Oui, c'est sûr, ça représente beaucoup moins peut-être, ça dépend du prix du bien, mais ça peut être 1000 €, un peu plus. Vous avez entendu 1000 €. Moi, la dépend dernière du fois, notaire. ouais, mais moi la dernière fois que j'ai acheté un appartement à Paris, ça m'avait coûté plus de 10% du prix du bien. 1000 €, c'est les 10%. frais de notaire sans les impôts, hein, c'est pareil, après il y a des impôts qui sont... Ouais, mais les impôts c'est pas ça peut être sur 300 000 € par exemple, c'est 10 000 € à peu près. 10 000 €. Bah ouais, mais là en France ça serait plutôt du 30 000 quoi. C'est vraiment cher. Ensuite, on a Plantejo Imóvel, oui, normal. Voilà, donc c'est les plans de l'immeuble, quoi, Les plans de la les plans propriété, de l'appartement, pas de l'immeuble, hein. Ils ne donnent pas en général les plans de l'immeuble entier, les plans de l'appartement, donc pour bien vérifier que toutes les mesures qui ont été décrites dans le descriptif de l'appartement sont les bonnes. Vous pouvez mesurer aussi si vous voulez l'appartement quand vous le visitez, quoi, pour voir si tout est exact. Alors, moi d'expérience, même ces plans-là, on peut pas leur faire confiance. Non, pas forcément. Je vais vous dire pourquoi. Surtout les vieux. Je vais vous dire pourquoi. Mon père, il y a longtemps, a acheté une boutique, Pomba Shopping, si vous connaissez, sur plan. Et sur plan, donc, il a acheté une boutique avec un endroit passant et tout. Et il n'y avait pas de pilier de construction devant la vitrine sur le plan. D'accord, il était un peu plus loin. Et quand on a pris possession de la boutique, où se trouvait le pilier? Pile devant la vitrine. Voilà. On n'aurait pas acheté peut-être cette boutique-là, pas celle-là, si on avait vu que ce pilier-là était là. Il faut ajouter que pour des vieux appartements, et même des appartements qui datent des années 80, des fois les plans de l'immeuble sont plus petits que la réalité. Parce qu'à l'époque, Ah ouais. des fois, ils construisaient des appartements plus grands. Et pour payer moins d'impôts, en fait, ils déclaraient moins de surface. Ah. Donc on va se retrouver avec un appartement plus grand en surface réelle que ce qu'il y a sur les plans. Et ça, c'est fréquent pour les vieux appartements Mais des ça, années 70-80. Mais ça, c'est cool ça. Ça, c'est bien, oui. Il faut pas, là du coup, faut pas mesurer. Là. Enfin, vous mesurez pour vous, mais vous n'avez pas corrigé ça à la mairie. Hein. Si on peut payer moins de 10 000, IMI, c'est l'impôt municipal sur les immeubles. Hein. C'est le foncier. Si vous payez moins de 10 000, tant mieux. Ah, État portugais, si tu m'écoutes, je rigole. Certidão de non-dívida de condomínio. Voilà, donc ça c'est le certificat de non-endettement auprès de la copropriété. Donc c'est
le document qui prouve qu'on ne doit pas de l'argent au syndic, à la copropriété. C'est grave ça, si on en doit? Ouais, Ils en doivent? le problème, c'est que si on n'a pas ce document, Ouais. on peut acheter l'appartement sans avoir ce document. Ouais. Mais si on s'aperçoit après coup, après avoir fait la escritura, après avoir fait le contrat d'achat-vente, que en fait, l'ancien propriétaire devait de l'argent au syndic, et une fois que le contrat est signé, en fait, les dettes passent au nouveau propriétaire. Ah ouais, donc s'il doit 6 000 balles, il va payer les 6 000 balles. Poche. Voilà. Ah ouais. Donc ça, il le faut absolument. Et des fois, le vendeur va dire ah mais je l'ai pas, j'ai du mal à le demander ou des choses comme ça. Ah ouais, non. Et non, surtout pas. Ah non, parce que Ne rien signer si on n'a pas ce document. parce que c'est super facile d'avoir une dette de condominio, de copropriété très importante au Portugal. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer le syndic pendant 20 ans. Hein. Ouais, Les ouais, dettes, ouais. elles peuvent être Parce astronomiques. qu'on ne peut pas les expulser. Sachez ça. Après, on a comprovité le paiement d'Ouimi. Oui. Ça, c'est le certificat de paiement de l'impôt une fois qu'on a acheté. De l'impôt foncier, ouais. l'impôt foncier. Normal, forcément. Bon, logique. Alvará de construção. Oui, ça c'est le permis de construire. Ça c'est pour les biens qui ont été construits après 1951. C'est-à-dire que pour les vieilles maisons qui ont été construites avant 1951, c'est pas obligatoire. D'accord. C'est le document qui autorise la construction de l'immeuble. Donc, mais si tu as la licence d'habitation, tu peux dire que tu t'en fous, quoi. C'est important de l'avoir aussi. Vaut mieux l'avoir Vaut mieux l'avoir. aussi, mais c'est pas bon, ça on peut le mettre entre parenthèses. Quoi. Ok. C'est ce qui vient en dernier. Alors, j'aime beaucoup la petite note que tu as mis là, parce Ça, qu'on a des notes, hein, c'est on une connaît pas tout par astérisque cœur, que j'ai mise. mais qui est très fréquente au Portugal. Voilà, au Portugal, il y a souvent des propriétaires, des vendeurs qui vont demander de faire un contrat et d'avoir une partie du paiement en cash. Une petite partie. Et donc, par exemple, un appartement, mettons, qui coûte 300 000 euros, ils vont demander voilà, je vous le vends pour 350 000, donnez-moi 50 000 euros en cash, et sur le contrat, on va écrire 300 000 euros. Quoi. Alors, surtout, ne jamais accepter. Alors, je veux dire l'intention, c'est bien pour l'IMI, parce que du coup, l'appartement vaut moins cher. Vous déclarez la vente à 300 000, vous payez un peu moins de 10 000 là-dessus. C'est bien parce que du coup, vous allez fuir un peu les impôts, d'accord. Mais c'est mal parce que Alors déjà, c'est du cash, donc il n'y a aucune traçabilité. Donc une fois que s'il s'en va avec, c'est au revoir. Voilà, si cet argent est donné, c'est bye bye. Et surtout après, quand vous revendez l'appart, l'appart que vous avez acheté 350 000 euros, il aura été déclaré que 300 000 euros. Si vous le revendez à 400 000 euros, eh bien, en fait, vous allez payer une plus-value sur 100 000 euros. Eh ouais, grosse plus-value. Voilà, une grosse plus-value. Sauf si le suivant accepte aussi le cash. Voilà, ouais. Ce qui est de moins en moins fréquent. Quoi. Ça, c'est une pratique qui est assez courante, qui existe encore, mais qui est de moins en moins fréquente. Oui. Ça existe beaucoup encore entre Portugais surtout, où pendant un certain moment le notaire s'en va, il y a le vendeur, il y a l'acheteur, et le notaire dit bon je vais aux toilettes, tout le monde sait pourquoi il va aux toilettes, c'est juste pour qu'on lui file le cash juste avant pendant la signature. Ça se faisait beaucoup, maintenant peut-être plus autant, parce que les gens sont un peu plus frileux, mais ça nous vient d'une époque où les gens savaient lire et écrire pour beaucoup, c'était confiance, on se serrait la main, on faisait comme ça. Maintenant, évitez-le, y compris entre frères et sœurs, parce que vous savez, la confiance, c'est plus comme avant. Donc, pour ajouter une dernière chose, qu'on n'a pas dit là, c'est sur la ficha de Technica et la licença de utilização. Depuis 2024, c'est pas obligatoire de par la loi pour l'escritura, donc pour le contrat d'achat-vente. C'est pas obligatoire, mais il faut quand même la réclamer, quoi, parce que... Ah bah la licence d'utilisation, oui. Ouais. Donc t'as acheté, tu peux pas habiter parce qu'on t'a omis ce truc. C'est plus truc. obligatoire de par la loi, donc le notaire va pas forcément l'exiger. C'est-à-dire que quand tu achètes sur plan, de toute façon, tu peux pas la présenter parce qu'elle n'est pas encore finie le truc. Oui, non, c'est normal. Sur plan, oui. C'est pour ça. Mais si tu achètes un truc qui est déjà construit, ouais. C'est pour ça qu'il faut bien tout demander tous les documents et ne pas se laisser influencer par le vendeur ou par l'agent immobilier du vendeur, parce que des fois ils peuvent forcer un peu la main, quoi, pour faire passer le contrat plus vite, et ça peut être une source de beaucoup de problèmes. Ok. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, non? C'est quoi ça? Certidão permanente? Voilà, c'était la validité, le certidão permanente était valable 6 mois. La cadernité prédiale était valable un an. Normalement, s'il a plus de 6 mois ou plus d'1 an, c'est expiré, donc il faut en exiger à nouveau, quoi. Si le propriétaire donne un cadernité prédiale à un cadastre il y a 5 ans, il faut en demander à nouveau, quoi. Ok.
Et bien évidemment, des documents à jour, quoi. et bien évidemment, comme on est au Portugal, tous ces documents-là ont un petit coût. Certains Rien n'est gratuit. Oui, oui. Par exemple, c'est pour le certident permanent, et c'est 15 à 20 euros. Donc le propriétaire va vous le donner si vous décidez d'acheter l'appartement. Peut-être que si vous lui demandez juste pour information, il ne va pas vous le donner parce qu'il devra aller payer une certaine somme pour avoir le document. Mais la carte d'identité prédiale, c'est gratuit. Hein, on peut le télécharger directement sur le site des finances portugaises, donc ça n'a aucun coût. Donc on peut l'exiger, même juste pour savoir. Ok, et Mamie, là, c'est entre 15 et 20 euros chaque. Ça vaut pas le coup de mégoter là-dessus. C'est pas chacun, c'est certains documents, même pas tous. Voilà. Et bien évidemment, on doit se faire accompagner par un avocat. Alors c'est pas obligatoire, moi je le recommande. Très fortement. Si on fait un achat, en général acheter un appartement c'est quand même une grosse somme, hein, que ce soit 100 000 euros ou 1 million, c'est toujours une grosse somme. Donc bien sûr un avocat ça va avoir un certain coût, mais c'est quand même une sécurité, quoi. Un bon avocat normalement il va vous aider à relire les contrats, à relire tous les documents, à exiger des nouveaux documents, à exiger de modifier les contrats s'ils ne sont pas rédigés en votre faveur, s'ils sont trop en faveur du vendeur. Et ça peut éviter pas mal de problèmes. Ça c'est au libre arbitre de chacun. Moi je recommande de prendre un avocat. Mais bon, mégotez pas les 500 balles qui vous coûtent, honnêtement. Ça peut coûter plus de 500 balles. Ouais, mais même 1000 euros, allez. Mégotez pas là-dessus. Ne vous faites pas arnaquer. Ici au Portugal, c'est assez. Voilà, on est honnête ici, mais il suffit juste d'une personne qui se fasse arnaquer sur 100, c'est déjà une personne de trop. Il y a beaucoup d'arnaques. On peut entendre beaucoup d'arnaques. Surtout aux étrangers. Même nous, franco-portugais, on se fait avoir. Imaginez les autres. C'est encore. Nous, même, je crois qu'ils prennent plaisir à nous arnaquer. Donc là, c'est encore autre chose. C'est bien fait pour sa tête et tout. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu informé. On mettra la liste des documents dans la description. Voilà. Et si jamais vous avez un petit souci, parce que là, c'est une première avec le son, écoutez, on va en faire une deuxième session. On vous donnera un rendez-vous avec un meilleur son, j'espère, avec un micro, hein, parce que voilà. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Puis sur le terminé.